l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 3 février. Au sommaire de cette édition, la RDC tout d'abord. Un glissement de terrain meurtrier dans l'est de la République du Congo il y a maintenant 4 jours a causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Témoignage à suivre d'un survivant. L'Iran doit respecter la révolution, affirme le président français que vous entendrez. Dans ce journal aussi, l'affaire Epstein avec des rebondissements jusqu'en Arabie Saoudite. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Nous sommes donc dans l'est de la République démocratique du Congo pour commencer ce journal où les recherches se poursuivent dans les mines de Rubaya, 4 jours après un éboulement qui a causé la mort d'au moins 200 mineurs selon le gouverneur du Nord Kivu. Ils étaient à la recherche de coltan lorsqu'ils ont été emportés par un glissement de terrain. Témoignage d'un survivant, Grace Barata, un des creuseurs qui est aujourd'hui sain et sauf après avoir passé 24 heures sous terre. Il nous raconte le cauchemar qu'il a vécu. Ça a commencé vers 15 heures. Il y a eu de fortes pluies, on travaillait dans la mine et l'éboulement nous a engloutis. Il y a eu des morts. On a passé toute la nuit sous terre. Il devait être autour de 13 heures quand on a commencé à voir de la lumière et à entendre plusieurs voix. C'était des secouristes et grâce à Dieu, ils ont fait des miracles pour nous sortir de là. Mon frère qui travaillait dans la mine ne s'en est pas sorti. Nous étions plus de 10 personnes dans notre puits, mais seulement 3 ont eu la vie sauve. Un papa, un enfant et moi. Un témoignage recueilli par Héritier Baraka. L'Iran. Plus de 50 000 personnes ont été arrêtées par les autorités iraniennes. C'est l'estimation d'une ONG basée à l'étranger qui collecte les interpellations. Des arrestations d'hommes et de femmes suite au soulèvement populaire contre le régime iranien. L'Iran qui par ailleurs se prépare à des négociations directes avec les États-Unis prévues vendredi prochain en Turquie. Enfin, le président français a été interrogé aujourd'hui sur la situation en Iran. Emmanuel Macron apporte son soutien aux manifestants. Je crois à la souveraineté des peuples. Et donc, c'est les peuples qui changent leur gouvernement. La responsabilité de l'Iran aujourd'hui, c'est d'une part de respecter son peuple face à la révolution qui s'est encore déroulée et à la répression terrible que nous avons vue. Et donc, c'est de respecter son peuple, c'est de libérer les prisonniers politiques. Et ensuite, c'est de réengager les discussions qui sont attendues d'elle sur la question nucléaire d'une part, sur la question balistique d'autre part, et sur la stabilité régionale enfin, puisqu'il y a encore beaucoup de milices qui déstabilisent l'Irak, la Syrie, le Liban. Le président français au micro RFI de Raphaël Delvolvé. 17h03 à Paris. X a été perquisitionné aujourd'hui dans la capitale française. Les enquêteurs sont venus fouiller les locaux du réseau social à Paris. Ils sont depuis repartis. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont trouvé à cette heure-ci. On sait simplement qu'Elon Musk, le propriétaire du réseau social X, est lui convoqué par la justice française le 20 avril prochain. Les enquêteurs s'intéressent notamment aux algorithmes de X. Comprenez les règles de fonctionnement du réseau social qui, en l'occurrence, mettent en avant des images à caractère sexuel. Le journal en français facile. Une affaire Epstein qui n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre. Une affaire de trafic sexuel aux multiples rebondissements. Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires américain, s'est depuis donné la mort. Mais depuis, régulièrement, des documents sont rendus publics par l'administration américaine, que ce soit des emails, des photos ou des vidéos. Et parmi les dernières révélations, au Moyen-Orient, précisément en Arabie Saoudite, un tissu brodé d'or provenant de la Mecque, premier lieu saint de l'islam, a intéressé fortement Jeffrey Epstein. Abla Jounaidi, bonjour. Bonjour. L'homme d'affaires américain se serait procuré des morceaux de ce tissu sacré, des morceaux qui sont arrivés chez lui aux États-Unis via une intermédiaire.
Oui, ce sont des emails datés de février et mars 2017. Ils émanent d'une femme d'affaires émirienne d'origine saoudienne, Aziza Al-Ahmadi. Cette dernière y organise via un intermédiaire les modalités d'envoi de 3 morceaux d'étoffe de la Kaaba à la Mecque vers le domicile de Jeffrey Epstein. À l'époque, il est déjà condamné pour prostitution de mineurs. Dans la correspondance, Aziza Al-Ahmadi s'inquiète surtout de savoir si les douanes américaines risquent de bloquer l'envoi du colis. 3 pièces d'étoffe provenant de l'intérieur de la Kaaba, une deuxième de l'extérieur et une troisième jamais utilisée. Par ailleurs, dans ses messages, la femme d'affaires précise la signification du tissu qu'on appelle la keswa pour les pèlerins musulmans du monde entier. Elle a été touchée, dit-elle, par au moins 10 millions de musulmans qui y ont déposé leurs prières, leurs larmes et leurs espoirs. Fin de citation. Remplacés tous les ans avant le pèlerinage, des morceaux de la keswa sont souvent distribués en cadeaux prestigieux ou même vendus en ligne. Alors pourquoi Jeffrey Epstein, qui n'était pas musulman, en a-t-il reçu et pour quel usage? Il n'y a aucun indice dans la correspondance qui a fuité, mais sur les réseaux sociaux, les internautes furieux ou amusés semblent avoir chacun leur idée. Certains exigent des explications des autorités émiriennes et saoudiennes sur ce mystérieux envoi. Abla Jounaidi, et dans cette affaire aux multiples rebondissements, nous avons appris que le couple présidentiel, l'ancien couple Bill et Hillary Clinton, ont finalement accepté de venir témoigner devant une commission d'enquête parlementaire. Nous restons aux États-Unis avec ce reportage de Loubna Anaki auprès de la communauté haïtienne. Cette communauté peut désormais un peu souffler, un peu de répit pour ces Haïtiens et Haïtiennes qui vivent aux États-Unis, car la justice bloque une décision de Donald Trump concernant le TPS. C'est ce statut de protection temporaire, document qui permet notamment aux Haïtiens de vivre et de travailler légalement aux États-Unis. Reportage à New York, dans le quartier de Little Haïti. Il y a quelques mois encore, le restaurant de spécialité créole de Wesley Jean-Simon affichait souvent complet. Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, pas un seul client. On a perdu 40% de chiffre d'affaires et on ne peut rien faire. Et ce restaurateur dit ne pas être le seul en difficulté. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, entre l'intensification des opérations de la police de l'immigration et les tentatives de l'administration de mettre fin au statut de protection temporaire, les habitants de Little Haïti vivent dans l'incertitude permanente, affirme Wesley Jean-Simon. Tout le monde a peur, les gens ne sortent plus. Ils mettent de côté tout l'argent qu'ils gagnent au cas où ils seraient arrêtés par l'ICE et qu'ils auraient besoin d'avocats. C'est une crise quoi qu'il arrive, dit Elsie Saint-Louis, dont l'organisation accompagne les Haïtiens dans leurs procédures administratives. Elle estime que même si le TPS est maintenu pour le moment, cela n'atténue en rien les conséquences que tout cela a sur les vies de plus de 330 000 personnes. Ces gens ont des maisons, ils ont des commerces, ils sont infirmiers, ingénieurs. Je connais moi-même des gens sous TPS. On a tous des proches qui sont affectés. Le préjudice humain est dévastateur. Elsie Saint-Louis explique qu'elle conseille à tous ceux qui viennent demander de l'aide à son organisation de préparer un plan d'urgence au cas où l'administration Trump réussit malgré tout à mettre fin au TPS. Loubna Anaki, New York, RFI. Dans l'actualité française, ce drame à Sanary-sur-Mer, dans le département du Var, nous avons appris qu'une professeure aujourd'hui a été poignardée par un collégien. On apprend aussi que cet acte n'aurait pas de connotation religieuse ni politique. Avant de refermer ce journal, un dernier mot, ou plutôt une expression régulièrement entendue à l'antenne, la Gen Z, la génération Z. Il en sera question ce soir, Jacques Alix, dans le grand reportage sur RFI. Oui, on parle de la Gen Z au Sri Lanka avec comme bastin la jeunesse tellement en colère y a renversé le pouvoir en 2022. Gen Z pour Génération Z. Les personnes nées environ dans les années 90, avec la généralisation d'Internet et des réseaux sociaux qui leur permettent de se faire entendre. Cette Gen Z a pu changer les choses également en Indonésie, à Madagascar et ailleurs. Jacques Alix pour nous présenter le grand reportage à écouter du lundi au jeudi 19h40 temps universel et quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.